Bonjour à toutes et tous. Moi, je vais vous présenter donc une expérimentation qui a été portée par... alors, moi, je la déploie, mais en réalité, elle a été développée et conçue avant mon arrivée à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture. En fait, je suis une homologue de Maud dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, pour planter un peu le décor, là, je vous laisse deviner sur l'image ce qu'est cet objet. On va le voir par la suite. Juste pour le contexte, à l'agence, ce projet il est porté par Lectura Plus, en réalité, qui est donc un projet collaboratif des villes et intercommunalités d'Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Roanne, Saint-Étienne et Valence. En fait, c'est un projet qui a regroupé 2 sites internet qui préexistaient. Lectura, qui était un portail conduit par les anciennes villes-centres avant la fusion des régions donc de Rhône-Alpes, qui concentrait ses activités sur de l'expérimentation numérique, et Mémoire et Actualité en Rhône-Alpes, qui était la numérisation de la presse ancienne, pour faire un peu courte, et des notices de fond de la région. Voilà. Et donc en 2017, ces 2 sites ont fusionné avec un comité de pilotage qui regroupait donc d'abord 8 villes, voilà, et puis ensuite avec la fusion des régions, Clermont-Ferrand a rejoint le projet. Donc l'objectif, c'était un projet de coopération à l'échelle régionale autour du patrimoine écrit régional, donc un point d'accès unifié. Il y a aussi sur Lectura Plus une redescente du CCFR au niveau de la région, donc avec les notices de fond au niveau régional. Et un grand point d'intérêt sur l'expérimentation. Donc, comme le disait Caroline en introduction, l'expérimentation, c'est aussi s'autoriser des loupés, parce que tout ne réussit pas tout le temps. Donc, les publics cibles du portail, c'était bien évidemment le grand public, ce qui, pour une agence régionale du livre, n'est pas forcément quelque chose de simple, puisque nous, nos publics, c'est vous, en fait, c'est les professionnels et pas forcément le grand public. Donc, c'est déjà des projets qui sont compliqués à porter pour nous. Les professionnels, bien évidemment, qui devaient retrouver un certain nombre de ressources et puis pouvoir s'adosser sur un outil qu'eux-mêmes ne pourraient pas développer. C'est un peu l'idée de ces projets-là, c'est de pouvoir jumeler les forces, en tout cas conjuguer les forces et porter des projets de plus grande envergure, et des projets donc, de médiation culturelle et d'EAC. Donc, la première expérimentation qui a loupé, que j'ai pas mis, c'était pas volontaire, c'est juste pour pas noyer le propos, mais en fait ça va expliquer pourquoi on en est arrivé à l'expérimente et ce qui selon nous fait que c'est une expérimentation réussie. La première, c'était les lives du patrimoine, et c'était un dispositif qui était censé capter les événements du patrimoine écrit dans la région et pouvoir les retransmettre en live et en replay. Ça n'a pas bien pris, les professionnels s'en sont pas emparés, donc on n'a pas poursuivi cette expérimentation-là. Et ensuite, il y a eu 2 expérimentations qui ont été un petit peu en parallèle. Donc, les booktubes du patrimoine, donc, je pense que vous connaissez le principe. C'est un YouTuber qui est invité à découvrir des fonds qui sont sauvegardés dans la région et qui devait retracer des capsules vidéo, donc une par bibliothèque membre du projet. Donc, il n'y avait que 9 bibliothèques concernées sur la région, les villes que j'ai citées au tout départ. La chose intéressante sur ces booktubes, puisque vous avez l'habitude d'en faire, donc pas la peine de s'attarder dessus, mais quand vous regardez le nombre cumulé de vues sur YouTube, donc, que j'ai retracé là en 2023, le premier, vous voyez 4500 vues cumulées, le dernier, on est à 82 400, 157 000 pour la saison 2, tout simplement parce que le choix qui a été fait, c'est pour la saison 2 et la saison 3, de les mettre sur les chaînes des youtubeurs et non pas sur la chaîne de Lectura ou d'une bibliothèque. Et en fait, l'idée, c'était de mettre le patrimoine, comme Caroline citait Cécile Davrieux tout à l'heure de Numéliot, qui dit mettre le patrimoine sur le chemin des publics. Là, l'idée, c'était justement de diffuser sur les chaînes des youtubeurs pour profiter en fait de leur communauté et de leur visibilité. Et ça a été un gros succès pour les bibliothèques. Et puis moi, je vais vous dire pourquoi, du point de vue de l'agence, peut-être, c'était pas en tout cas, c'était un succès, mais il y avait un petit bémol à cette aventure-là. Donc, parallèlement, il y a eu les flashbacks du patrimoine, et là, c'était l'idée de faire vivre et la création littéraire contemporaine de la région et le patrimoine. Donc, c'était un auteur qui venait, à travers un fonds, une rencontre avec les professionnels des bibliothèques, retracer, créer une création littéraire. Donc, il y a eu la littérature jeunesse, la bande dessinée, toujours pour les 9 bibliothèques qui étaient membres du comité de pilotage de Lectura Plus. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi mon cheminement de pensée, mais
Le petit bémol pour une agence régionale du livre, c'est que ça ne s'adressait qu'à ces 9 bibliothèques et pas à l'ensemble des bibliothèques qui avaient des fonds patrimoniaux. Et si vous avez suivi ou si vous connaissez un tout petit peu la région, ce sont aussi des grosses structures donc qui ont quand même des moyens aussi sur place, donc qui, elles, consentaient un effort financier relativement important pour participer à ce projet-là, donc voilà, qui profitaient aussi de ces créations. Et donc, on a voulu imaginer un nouveau projet qui, lui, s'adresserait à l'ensemble des établissements de la région, après coup, d'abord pour les 9 établissements membres du projet, mais qui pourraient aussi se déployer sur l'ensemble du territoire, donc vraiment favoriser la coopération régionale, faire le lien entre patrimoine écrit et éducation aux médias et à l'information, proposer un dispositif ludique, c'est un peu les points que vous voyez, et puis valoriser ce qu'on avait, c'est-à-dire 600 000 pages de presse ancienne numérisée sur Lecture à Plus, dont on n'exploitait pas forcément le potentiel. Et donc là, il faut rendre à César ce qui est à César, puisque moi, voilà, encore une fois, je ne fais que présenter et déployer ce dispositif qui a été imaginé par des collègues. Donc à l'époque, c'était Priscille Legros qui était chargée de mission pour le numérique à l'agence, Alizé Buisse qui était sur la mission bibliothèque et patrimoine, et Camille Mercier-Gallet qui venait en appui sur le projet Lecture à Plus, qui ont rencontré en fait le dispositif que vous voyez ici, qui s'appelait Odile, qui a été en fait réalisé par des étudiantes alors à l'école de design de Saint-Étienne. Donc Odile, c'est l'opérateur dynamique d'information locale, donc les sœurs affiches, c'est de la presse locale, donc elles ont fait l'école à Saint-Étienne, et l'idée c'était d'interroger la matérialité de la presse à l'heure où effectivement elle est beaucoup plus sur des supports numériques, où on a tous l'habitude de lire beaucoup de choses sur nos supports numériques, et elles interrogeaient cette matérialité avec ce gros dispositif, qu'on ne voit pas encore, pardon, que vous allez voir sur la slide d'après. Donc elles ont remporté, en fait, je crois, si je ne m'abuse pas, un concours qui avait été proposé par les sœurs affiches, justement pour valoriser leur contenu. Et l'idée, c'était d'envoyer des brèves en direct de la rédaction à la Biennale du numérique. Ah non, c'est sur la slide d'avant qu'on voyait. Donc vous voyez tous ces papiers qui descendent, là, comme ça. Et une autre petite bribe d'idées qui était chez mes collègues, c'est peut-être, vous avez déjà vu aussi dans les gares SNCF, les short stories. Là, en fait, vous appuyez sur un bouton et puis il y a une borne, ça sort un petit ticket et vous avez une histoire courte. Donc l'idée, c'était ça. On a 600 000 pages de presse ancienne numérisée qui représentent une ressource importante au niveau de la région. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça voilà, pour créer un projet. Donc là, l'image que vous voyez, c'est la borne, la fameuse borne, qui est à Roanne, là, dans les médiathèques de Roanne et agglomération. Donc le principe, c'était une borne physique qu'on peut positionner où on veut, dans un espace de presse, au café. Ça peut être aussi dans un lycée, dans un CDI, dans un centre d'archives, dans un musée, pourquoi pas. Et en fait, le principe, donc, c'est que ça délivre de manière aléatoire un ticket, enfin un extrait de presse ancienne numérisée, sur une sélection qui avait été préconçue par une personne qui était venue sur un contrat court qui, en fait, je crois, était prévu pour autre chose, mais il y a eu le Covid, et finalement, c'était pas plus mal, parce que du coup, elle a fait une sélection pour l'exprimante de 1300 articles autour de plusieurs thématiques. Donc, on avait la météo du jour. Donc, tous les 10 tickets, vous avez un petit ticket noir qui sort avec une petite musique différente, et c'est la météo du jour d'il y a 100 ans, bien évidemment. Un fait divers, les publicités et petites annonces qui sont toujours très rigolotes parce que très visuelles. Des remèdes santé-beauté dont je laisserai tester l'efficacité. Et l'alimentation. Donc là, je n'ai pas mis dans le bon ordre, mais le principe des expérimentations de Lectura, c'était une convention triennale avec les partenaires, donc une première année de recherche. On signe un principe de coopération entre établissements, mais on n'a pas forcément une idée arrêtée. La deuxième année, c'est le prototypage et les essais voilà, au sein du comité de pilotage et de l'équipe à l'intérieur de l'agence. Et puis la troisième année, la mise en production. Donc avec la crise sanitaire, en réalité, moi je suis arrivée en 2021 et on avait signé un avenant en 2022 pour poursuivre la convention triennale qui ne couvrait pas la totalité du projet. Donc on a lancé ce dispositif en mai 2021 avec voilà, une table ronde autour justement de l'éducation aux médias et à l'information, puisque l'idée c'était non seulement de prêter un dispositif, mais de donner clé en main à des professionnels des ateliers
tout près, que vous pouvez retrouver sur le site de Lectura, dans les fiches projets. Il y a des ateliers qui sont proposés en fait, et qui peuvent être déclinés dans les établissements. Donc il y en a un sur le fait divers. Je ne sais pas si... Oui. Je reviendrai peut-être après sur plutôt ce qui est fait, puisque je suis allée dans les établissements pour regarder un peu comment ça se passait. L'idée, donc, c'est que ça puisse s'adapter à tout le monde. Donc, vous l'avez suivi, les 9 établissements ont eu, bien évidemment, la borne en premium dans leurs établissements, mais ensuite, chacun pouvait s'en emparer. Et surtout, c'est un projet qui est ouvert, donc vous pouvez tous, en fait, décliner dans vos établissements, puisque l'ensemble des codes, des plans de la borne sont complètement ouverts en Creative Commons, alors sans utilisation commerciale et partage dans les mêmes conditions, mais complètement ouvert. Donc sur le site de Lectura, il y a l'ensemble de la documentation qui permet justement de faire soi-même son propre dispositif, enfin, son propre distributeur avec un Fab Lab ou avec, en externalisant la production. Les fiches projets, elles ont été réalisées par mes collègues. L'idée, c'était que chacun des établissements, en fait, membres du projet, propose un atelier et à mettre en commun avec les autres établissements. Donc il y a 4 distributeurs qui sont à disposition sur des périodes de prêt de 2 à 4 mois. Nous, on préfère quand c'est un peu long parce que voilà, c'est juste que c'est quand même plus simple quand elles ne sont pas toutes dans le bureau en même temps. C'est pas très gros, mais enfin, ça prend quand même de la place. Et en fait, il y en a une qui est plutôt un prototype qu'on garde avec nous et puis 3 qui circulent toujours dans la région. Et pour l'instant, on n'en a qu'une à demeure, mais qui devrait partir dans pas longtemps. Donc ça tourne plutôt pas mal. Alors je ne l'ai pas emmenée parce qu'elle est un peu imposante, mais du coup je vous ai proposé le petit teaser en fait, que mes collègues ont réalisé, au moins pour que vous voyez à quoi ça ressemble et le principe. « 8 juin 1935, 19 février, un cambrioleur se joint quand une mère de famille découvre le en France, le temps est toujours à la pluie. Voilà, c'est très très court. Mais au moins ça vous donne une petite idée de quoi ça ressemble. Ils ont changé le truc, ça me perturbe. Hop. Et donc depuis 2021, alors on n'a pas non plus un recul complètement fou sur ce projet-là, mais donc il a d'abord été déployé dans les bibliothèques dont je vous parlais au départ, hein, Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Roanne, Saint-Étienne et Valence, avec une petite option pour Lyon qui ne l'a pas encore installée. Alors, dans ces établissements-là, le premier recul qu'on avait à 1 an du déploiement, c'est qu'une borne comme ça, posée toute seule au milieu de l'espace de lecture publique, c'est difficile pour les lecteurs de s'en emparer. On vient rendre ses livres et on ne va pas forcément appuyer sur le bouton. Donc, toute seule, sans médiation aucune, c'est pas forcément évident. Dans une exposition, c'est déjà mieux parce qu'elle prend vraiment place dans une scénographie, ce qui s'est passé à Chambéry, à Annecy, qui avait fait quelque chose autour de sa presse ancienne numérisée. Et le top du top, c'est quand il y a vraiment des ateliers autour, parce que là, ça fonctionne vraiment très bien. Donc moi, je vous inviterai sur la chaîne de l'agence. Il y a Genaël Borg qui, pour une réunion du PC, du plan de conservation partagé des périodiques, nous avait exposé un atelier qu'il avait réalisé avec c'est plutôt des étudiants, non, des lycéens de lycées professionnels. On a plus de facilité à travailler avec les lycées professionnels et les lycées agricoles qui semblent avoir une latitude dans leur programme pédagogique plus simple, disons. Donc pour l'instant, on a beaucoup travaillé avec eux. Et donc l'idée, c'est que vous avez une présélection de ce que je vous disais, donc 1300 articles, mais vous pouvez faire votre propre sélection dans votre bibliothèque numérique, dans Gallica, dans n'importe quelle enfin voilà. Dès lors que vous avez des articles en ligne, c'est tout à fait possible. Et vous pouvez même la détourner avec des textes tout à fait autres.
c'est possible. Et donc à Clermont, ce qu'il avait fait, le collègue, c'est qu'il avait laissé dans la borne uniquement les articles des revues qu'ils conservaient, eux, dans leur établissement, en faisant travailler les étudiants sur ces titres de presse. Et moi, l'atelier dont je voulais parler très brièvement, c'est celui que j'ai vu donc, à Misérieux, qui est un lycée agricole. Et donc, c'est un atelier qui est clé en main sur Lectura, donc que vous pouvez regarder. Et en fait, l'idée, c'était de travailler sur le fait divers. Donc, à tour de rôle, les lycéens que vous voyez là à l'écran allaient imprimer leur ticket, deviner quel type d'article c'était. Est-ce que c'est de la publicité? Est-ce que c'est un fait divers, etc. Ce qui est en fait, en réalité, pas toujours aussi évident que cela. Ensuite, par binôme, ils essayaient d'écrire la définition d'une... Non, pardon. Avant, ils avaient des articles dans le Progrès de faits divers. Donc, il y avait cette étude du fait divers il y a 100 ans et l'analyse d'un fait divers dans le Progrès actuel. Ensuite, par binôme, ils essayaient de se dire tiens, mais alors qu'est-ce qui fait que c'est un fait divers? Et ensuite, ils écrivaient une définition de classe tous ensemble. Et ce qui pourrait peut-être prêter à l'ordre du gadget quand on voit l'exprimante est en fait assez intéressant parce que ça capte tout de suite l'attention du groupe. Et en tout cas, moi, sur les ateliers que j'ai pu voir, ça fonctionnait très bien. Et donc là, l'atelier avait été mené avec... Alors je l'ai noté parce que je crois que c'est une discipline qui est que dans les lycées agricoles. C'est une prof d'éducation socio-culturelle et la documentaliste, qui n'est pas professeur documentaliste, puisque dans les lycées agricoles, il y a et des documentalistes et des professeurs documentalistes, qui ont mené ce projet-là ensemble. Et elle m'a fait la demande, et j'aimerais bien, parce qu'a priori, elle voudrait tester aussi sur un atelier qui s'appelle Oyez, Oyez, la criée publique, avec des bac pro, animalerie, vente en animalerie, je crois. Et l'idée, c'est de les entraîner à prendre la parole à l'oral. Donc voilà, j'ai hâte de voir si cet atelier sera fait. Et on a pas mal de demandes plutôt des CDI, et ça fonctionne vraiment très bien dans un atelier. Et on a eu une petite sœur à l'Exprimante, puisque Alca Nouvelle-Aquitaine, donc qui est l'agence régionale du livre en Nouvelle-Aquitaine, a fait une déclinaison qu'ils ont appelée la Machina Bellette, et qui, elle, imprime des poèmes. Voilà pour l'Exprimante. Merci à vous. Merci. Alors, bonjour à tous. Alors, je vais pas pouvoir... j'ai jamais réussi à faire une BD en tenant un micro et mes deux mains pour utiliser l'ordinateur. Donc, je ne sais pas, est-ce que éventuellement je peux te demander... Alors, BDNF, c'est un projet qui a été construit avec l'Éducation nationale. C'est en 2018, le service des éditions multimédia de la Bibliothèque nationale de France a remporté un appel à projet innovant numérique, institué par l'Éducation nationale, avec un budget de 300 000 €. Et on a proposé de créer un outil ludique pour apprendre la construction du récit, pour apprendre à créer une histoire avec les codes de la bande dessinée. C'est une application qui s'est construite avec deux enseignantes, une enseignante en secondaire et une enseignante en primaire de banlieue parisienne. On a travaillé aussi avec des enfants, on a fait des ateliers pour caler au plus près des enfants, mais aussi des enseignants, afin que cette application soit adaptée donc à tous. Au départ, BDNF est conçu pour les 8-12 ans, et puis progressivement, donc, elle a été utilisée, je vous en parlerai, par un panel d'utilisateurs beaucoup plus important, et maintenant elle est utilisée par beaucoup de personnes de tout âge. L'application a été lancée en 2020 au Festival d'Angoulême. Et pour le coup, nous, on a profité, contrairement à ce matin, j'entendais le Covid, nous, on a profité de la mise en isolement, parce que, en fait, je crois que, je me souviens plus trop, mais après, en février, rapidement, donc finalement, ça a été
à l'isolement, et donc les enseignants ont cherché des moyens de continuer à interagir avec les élèves et des moyens numériques. Et je pense que BDNF a en partie bénéficié justement de cette période où les élèves étaient chez eux, les enfants étaient chez eux, les enseignants aussi également. C'est une application, alors c'était une demande de l'Éducation nationale au départ, c'est une application qui doit fonctionner sans être connectée à Internet, et il n'y a pas de lien vers les réseaux sociaux. Ça, c'était la première demande. C'est parce qu'il n'y a pas forcément la disponibilité d'Internet dans toutes les classes, dans tous les départements, etc. Et puis je pense que aussi les enseignants n'avaient pas vraiment envie que les élèves aillent se perdre dans le web ou dans les réseaux sociaux. Donc voilà. Donc au départ, elle n'est pas connectée. Maintenant, elle l'est. Justement parce qu'évidemment, notre métier, c'est de faire de la médiation et de mettre en valeur les collections de la BNF. Et donc, je vais vous montrer ça rapidement. Il y a un accès directement à Gallica, qui est notre banque d'images numérique. Donc, on est invité à créer... Alors, je vais vous montrer l'application rapidement. Alors, pourquoi on a choisi la bande dessinée, ce projet-là? La bande dessinée, c'est évidemment un vecteur attirant pour les plus jeunes. C'est aussi à la croisée de plein d'activités, donc le cinéma, la littérature, le graphisme, le dessin. Et on a évidemment voulu que ce n'est pas un outil de dessin, en fait. Donc on a incorporé des corpus d'images qui sont issus du patrimoine, de notre patrimoine à BNF, mais pas que. Pour justement fabriquer un outil qui soit facile d'accès pour apprendre à créer une histoire, non pas à dessiner. Il y a un outil de dessin, mais voilà, c'est un petit outil qui n'est pas l'essentiel du projet BNF. Donc je suis... Alors, voilà. Donc je suis invité à créer un projet, donc je vais aller très rapidement. Donc j'arrive sur 4 propositions de parcours. Un parcours court de 1 à 4 cases avec le format MEN, le format Yonkoma, et le format Comistrip. Donc le Comistrip qui est un 3 cases qui est très utilisé justement pour apprendre à créer un récit avec une situation de départ, un conflit et puis par exemple la résolution du conflit en 3e case. Donc ça c'est assez utilisé dans les classes. Le format Yonkoma qui est un format japonais en 4 cases. Je peux créer aussi des planches ou le format Webtoon, qui est un format donc, numérique qui, au départ, pensé numériquement pour les supports numériques, et un format sur mesure. Alors là, on propose par défaut beaucoup de formats. Ça va du fond d'écran à l'affiche, et à un format sur mesure qu'on peut créer soi-même. Et un 4e parcours, qui est le parcours Suivez le guide, qui est un parcours plus pédagogique, que je ne vais pas vous montrer parce qu'on n'a pas le temps, mais où on peut créer des fiches personnages. On peut créer un scénario, et après on choisit un format, et après on arrive dans l'éditeur de bande dessinée, et on peut comme ça éditer sa bande dessinée. On a aussi accès à des ressources pédagogiques. Donc ça c'est le site bdnf.bnf.fr qui présente l'application. Et donc on a une bibliothèque pédagogique, ce sont des fiches. Alors là je ne sais pas pourquoi je suis en anglais. Enfin bon, bref. Donc c'est traduit en anglais, vous le savez maintenant. Donc c'est des fiches qui présentent les différents codes de la bande dessinée. Qu'est-ce qu'une bande dessinée? Quels sont les formats? Comment composer une bande dessinée? Et aussi on a un atelier sur quelques heures pour un enseignant qui veut faire un atelier avec BDNF autour de la bande dessinée. Et puis on a également des fiches qui... Alors là c'est l'Institut français, donc pendant le confinement c'est l'Institut français de Hong Kong, c'est une personne qui donnait des cours de FLE, de français langue étrangère, et qui a utilisé BDNF très rapidement pour pouvoir continuer à donner ses cours à distance. Et donc, il nous a proposé ces fiches. Donc, on a des fiches, comment dire bonjour, etc., en langue française. Donc, ça, c'est très intéressant. Je reviens à l'application. Donc je vais choisir le format Webtoon, enfin le format franco-belge, qui est le plus simple.
Voilà, immédiatement, on propose 3 modèles de pages, mais on va voir qu'on peut jouer avec le nombre de cases et le nombre de pages. Donc, je vais choisir 3 cases. Voilà. Donc, et je vais immédiatement me proposer d'ajouter des images. Et donc, dans cette fenêtre, on va me proposer d'avoir accès à une galerie. Donc, ce sont des corpus qui sont immédiatement dans l'application, qui sont issus des collections de la BNF, qui sont des images détourées. Donc on a des photos de Jeanne Adjet, on a des images de journal de mode du début du siècle dernier, on a des images de coloriage, on a des animaux de Benjamin Rabier, enfin on a différentes images qui sont issues de nos collections. On a évidemment des corpus, des bulles, je ne peux pas descendre, des décors. Donc on a fait appel là également à un dessinateur qui nous a créé des décors urbains, des décors de campagne, des décors de château. Donc là, je vous ai dit, l'application est ciblée 8-12 ans, donc on a des petits personnages. Ouais, une souris, ça serait mieux. Voilà, on a créé un personnage féminin, on a créé des fonds, un personnage masculin, des idéogrammes, des onomatopées. Et puis, alors là, c'est dommage, c'est la version qui n'est pas la dernière version. Donc, on a mis discrètement en ligne depuis 15 jours une nouvelle version où on peut aller beaucoup plus loin. On peut créer un avatar, on peut créer un personnage dans différentes positions. Et puis surtout, c'était une demande, on peut partager les projets. Alors que là, dans cette version-là, pour l'instant, on ne peut pas partager ses projets. Donc chaque élève, finalement, crée son projet, mais il ne peut pas le partager avec un autre élève pour continuer à travailler dessus en classe. Je peux importer des images, donc on peut importer ses propres photos, on peut aller chercher ses propres images. On peut évidemment, ce que font beaucoup les plus petits, faire ses dessins, les scanner, puis les importer dans l'application. On a un outil dessin donc, qui est assez sommaire. Et donc, on a accès à tout Gallica. Voilà, donc avec, je crois, 10 millions de documents maintenant. Donc, on a accès à des fonds de la BNF. Et par exemple, je choisis un chat qui regarde à travers une longue vue. Et puis, l'application, c'est tout simplement, je vais glisser-déposer à mon image, je vais pouvoir la recadrer. Voilà, passer à la case suivante. Je vais aller chercher d'autres images. Alors c'est dommage, j'aurais bien voulu vous montrer bon, c'est pas grave, la nouvelle version. Voilà, je vais choisir des décors. Donc récemment, on a travaillé avec un dessinateur qui nous a fait un corpus de manga, parce que ça, c'était très demandé. On a travaillé également, là, donc ils n'y sont pas, mais on a des corpus autour des métiers du bâtiment, parce qu'on a un site qui s'appelle Passerelle, qui est un site à destination des apprentis du bâtiment, et donc un site qui fonctionne bien, un site de culture générale qui met en valeur le métier du bâtiment. Et donc on a travaillé avec un de leurs dessinateurs, effectivement, en plus, pour créer un site autour des métiers du bâtiment. Donc voilà, je vais glisser-déposer mon personnage. Je vais aller chercher des bulles rapidement. Voilà. Hop. Bon, ça, le résultat, je ne garantis pas le résultat de ma BD, mais voilà, je peux saisir du texte. Voilà, je vais pouvoir exporter ma BD donc dans différents formats avec des systèmes de filtres. Alors, je vais pouvoir l'exporter en PNG, en PDF ou en vidéo. C'est un format très court qui permet en fait, c'est simplement un zoom sur chaque case, voilà, qui permet de faire une petite vidéo de sa bande dessinée. C'est un peu gadget, mais c'est assez sympa. Alors, dans la nouvelle version, on peut donc, comme je vous disais, partager son document. Donc, on peut le partager
soit partager le projet, soit par email, soit par un code simplement. Il y a un code qui s'inscrit et puis donc on envoie le code à un copain, à un élève, et puis la personne reprend la BD et on a sa BD avec tous ces personnages et on peut continuer à travailler dessus assez facilement. On a des créations d'avatars également. On a eu beaucoup de demandes, il y a eu beaucoup de retours. On a la possibilité de peut-être reprendre le micro, de copier-coller, par exemple, directement l'ensemble d'une case dans une autre case. Ça, c'était très demandé. Voilà, on a plein de nouvelles choses qui sont mises en ligne. Actuellement, tous les corpus apparaissent, parce que maintenant l'application est connectée, donc on a tous les corpus. Ils ne sont pas téléchargés directement, mais on peut les télécharger directement depuis l'application. Dans cette version-là, on peut ajouter un corpus en allant chercher sur le site. Alors, donc je vais faire ajouter une image. Ah non, donc il faut que je revienne là. Hop. Voilà, je vais revenir sur le site. Donc sur le site bdnf.bnf.fr, vous avez différents corpus. On en a 18 actuellement. Le corpus manga donc, que j'ai mis à disposition hier. Des corpus autour. Donc, alors, je vais essayer de me mettre en français, ça sera mieux. Voilà. Des corpus. Alors, un corpus, c'est une trentaine d'images environ. Des images détourées de façon à pouvoir les utiliser directement dans une BD. Voilà, au moment de l'exposition sur Champollion, on a fait un corpus Égypte, on a fait un corpus fantasy au moment de l'exposition qui s'appelait Fantasy à la BNF. On essaye de lier les corpus d'images en fonction de l'actualité des expositions de la BNF, ce n'est pas toujours le cas. Un corpus monstre parce qu'on avait envie, Peuple du monde, des marionnettes, on a des marionnettes en 3D qui viennent de la bibliothèque de l'Opéra. Voilà, des corpus sur la mythologie grecque, du Japon. Enfin voilà, on peut comme ça décliner plein de corpus. On nous en demande souvent, malheureusement on n'a pas le temps parce que ça demande quand même du travail. On a par exemple des partenaires, donc là c'est la Fondation Saint-Exupéry, donc qui a fait appel à nous pour organiser un concours, et donc en contrepartie ils nous ont livré une série d'images sous droit, mais à une taille raisonnable qu'on peut utiliser dans BDNF. Voilà. On a fait appel lors de la sortie, donc en 2020, à des dessinateurs. Donc on leur a demandé de réaliser des webtoons, une BD. Voilà, c'est Adrien Martin, comic strip. Voilà, ça c'est infographiste, une BD plus classique. Raphaël Messan qui travaille uniquement, alors lui qui justement ne dessine pas, donc il travaille à partir de documents anciens et qui réalise des BD à travers ces documents. Donc ça s'appliquait particulièrement à BDNF, puisqu'il a pris des documents qui sont actuellement dans Gallica, il a réalisé une bande dessinée autour de Batin City, qui est un boxeur sénégalais, enfin franco-sénégalais à l'époque, qui avait gagné le match contre Georges Carpentier, qui était évidemment blanc, et lui était noir, et on lui a refusé la victoire, et puis donc voilà, il y a toute une histoire là-dessus. On a créé un concours en février 2021. Malheureusement, c'était encore un confinement, donc ça s'est fait à distance. C'est un concours qui a eu beaucoup de succès. Grosso modo, le règlement demandait d'avoir au moins une image patrimoniale issue des collections. Et puis après, on pouvait créer une histoire autour de l'image. Le règlement était assez souple. On a eu beaucoup de belles réalisations, et notamment des classes, parce que les classes normalement n'étaient pas conviées en concours, c'était un concours individuel, mais finalement c'était utilisé par les classes, et au vu du résultat,
finalement on a créé un prix pour les classes, quoi, parce qu'on a eu vraiment des choses magnifiques. Voilà. Sinon, au niveau des retours, donc bon, c'est un grand succès. On a actuellement 650 000 utilisateurs enregistrés. Il y a eu 1 million, enfin c'est un peu gadget, mais 1 million de projets créés. En nombre d'années, on a 90 ans d'utilisation de BDNF. Enfin, voilà, c'est très utilisé. On a beaucoup de retours. Alors, bon, on a une adresse mail. Effectivement, alors, on a aussi des gens qui posent des questions. On a aussi des bugs, hein, comme toute application informatique. On a aussi des gens qui nous félicitent. Donc voilà, ça a été au-delà de nos attentes. Elle est utilisée, donc je vous disais, par toutes les tranches d'âge. Donc ça va des plus jeunes dans l'enseignement jusqu'aux EHPAD, jusqu'au ministère de l'Intérieur, dans les centres aérés. Enfin voilà, on s'est aperçu que tout le monde se l'est approprié. On a même des demandes de professionnels, mais ce n'est pas un outil professionnel, donc de toute façon il est assez limité. Mais voilà, il est vraiment, c'est un grand succès. On a eu beaucoup de communication. Alors justement les youtubeurs ou influenceurs, je ne sais pas comment on dit, donc s'en sont emparés. Donc on fait pas mal de vidéos aussi sur YouTube pour expliquer comment s'en servir. Voilà, les instituts français sont venus vers nous pour faire des webinaires. Voilà, donc on a travaillé avec différents pays. Le Maroc, on a BDNF par exemple qui se balade dans un bus à travers le Maroc, dans une bibliobus. Au Sénégal, on a fait un projet avec eux à Dakar pour présenter BDNF et il y avait un concours associé. Voilà, à peu près, enfin voilà, dans beaucoup de pays du monde, francophones évidemment, mais aussi anglophones. Et puis donc on a sorti une version 2 que je ne peux pas vous montrer malheureusement, alors on n'a pas encore eu le temps de faire beaucoup de communication dessus parce que j'ai mis en ligne en début de mois et puis voilà, il faut le temps de faire un teaser, etc. Donc pour l'instant on a peu communiqué. Mais par contre, nous, on sait que c'est utilisé parce que maintenant, on a un back-office et quand les gens transmettent leur BD, on a accès à leur BD. Donc, tous les jours, je vois qu'il y a plusieurs dizaines de projets créés. Je pense que je vous ai à peu près tout dit sur BDNF. Donc, maintenant, c'est une application qui est connectée. Par contre, on n'a pas de lien vers les réseaux sociaux. On n'a rien sur TikTok, par exemple. Alors, c'est une application qui est gratuite, j'ai oublié de vous dire, qui est sur Mac, sur Windows, sur téléphone et sur tablette. Voilà, donc, alors sur téléphone, c'est une application qui a une version qu'on va peut-être supprimer. C'est une version très light, donc finalement qui nous dessert un peu parce qu'il y a très peu de fonctionnalités, mais elle est sympathique, donc pour l'instant on la laisse. Mais voilà, c'est une version très réduite. Par contre, elle est utilisée notamment pour faire des mèmes. Et voilà, donc elle est plutôt utilisée dans l'enseignement sur tablette essentiellement, sur Windows. Et un petit peu, on a une version Linux aussi. Ça, c'était une demande des établissements scolaires, parce qu'il y en a qui tournent sur Linux. Donc, on a fait une version Linux pour que tout le monde puisse avoir accès à cette bande dessinée. Merci.